Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci à ceux qui ont déjà rejoint la chaîne YouTube, en l'occurrence la plupart de ma famille et de mes amis. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Comme je disais sur la première vidéo, mon but c'est d'abord de me faire plaisir en créant cette chaîne YouTube. Et après, forcément, si ça peut aider d'autres personnes, j'en suis tout à fait ravi. Aujourd'hui, c'est pas vraiment une vidéo, comme vous pouvez le constater, on est sur un podcast audio, parce que je pense qu'il n'y a pas forcément nécessité que je montre ma tête, puisqu'aujourd'hui on va faire une review lecture. Et sur cette review lecture, qui est pas tout à fait comme les autres, comme diraient la plupart des youtubeurs, vidéo un peu spéciale, je dis ça plus dans le sens où je vais pas me contenter simplement de décrire un livre, de décrire un auteur. Aujourd'hui, en fait, j'ai plus envie de développer un concept de review lecture où on va s'attarder sur une question et on va essayer d'y répondre avec l'enseignement de plusieurs livres. Aujourd'hui, la question que je me suis posée, c'est comment optimiser son temps de vie. Alors, qu'est-ce que je veux dire par comment optimiser son temps de vie ? Je vais prendre mon exemple personnel, ça sera plus simple. Je suis quelqu'un qui se passionne pour énormément de choses. Je fais du sport, de la course à pied en ce moment, je prépare un marathon. Mais je fais aussi de la natation, je fais du Krav Maga, en tout cas j'ai commencé récemment. Donc voilà, le sport déjà prend une bonne partie de ma vie, mais je m'intéresse aussi à la musique. Je pratique du piano, j'essaye de composer de temps en temps, même si ça fait longtemps que j'ai pas trop composé. Je me suis remis à lire beaucoup ces derniers temps, et en même temps, je me suis lancé dans cette aventure de la chaîne YouTube. Donc rien que tout ça, ça prend énormément de temps. Tout en sachant qu'à côté, je travaille. Donc je travaille toute la semaine en 35 heures, voire même plus. Et donc, de tout ce temps consacré à ces activités est née cette question: comment optimiser mon temps de vie ? Et je me suis dit en fait que en m'éparpillant dans plein d'activités différentes, et en fait j'en ai fait un petit peu les frais, c'est que je me suis éparpillé dans tellement d'activités que je me suis rendu compte que j'avais du mal à me consacrer pleinement dans tout, parce que j'avais l'impression que je m'éparpillais trop, en fait, justement. Et en même temps, j'ai pas vraiment envie de sacrifier certaines activités parce que je saurais pas vraiment faire un choix. Donc je me suis dit que peut-être la solution, ça serait pas de sacrifier une activité, mais plus de me poser la question: comment je peux gagner du temps dans tout ça ? Est-ce que finalement, il n'y a pas du temps qui ne me sert à rien en fait, ou en tout cas que je consacre à des choses qui me sont inutiles ? Voilà, et j'ai décidé aussi, à côté, de me mettre à lire des livres qui peut-être pourraient répondre à cette question. Et aujourd'hui, voilà, le concept, ça va être de répondre à la question comment optimiser son temps de vie à partir de 3 livres que j'ai sélectionnés et qui me paraissent tout à fait intéressants. Donc le premier livre, c'est Apocalypse cognitive de Gerald Bronner. Le deuxième livre, c'est... ça y est, j'ai déjà oublié le nom du deuxième livre. Votre temps est infini de Fabien Olicard. Et le troisième livre, c'est The Miracle Morning de Hal Elrod. Donc, sans plus attendre, on va commencer par la présentation du premier livre, qui va être une bonne introduction pour répondre à notre question du jour. Donc le premier livre que je voudrais présenter aujourd'hui, c'est Apocalypse cognitive de Gerald Bronner. Gerald Bronner, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un sociologue français, un professeur de sociologie qui a écrit de nombreux ouvrages, notamment de non-fiction. Je crois qu'il a écrit également 1 ou 2 romans, si je ne dis pas de bêtises. J'ai connu cet auteur sur une interview sur YouTube. J'ai trouvé qu'il s'exprimait vraiment très bien, qu'il maîtrisait vraiment son sujet. Il avait une manière de s'exprimer qui donnait vraiment envie de s'intéresser à son travail, et c'est pour ça que j'ai voulu me procurer son livre. Donc de quoi nous parle ce livre globalement ?
Donc le constat de départ, c'est que on se rend compte que l'homme n'a jamais eu autant de temps de cerveau disponible. Donc qu'est-ce que c'est que le temps de cerveau disponible? Eh bien en fait, si on reprend les années 1870, on se rend compte qu'en France, en fait, à cette époque, on travaillait 66 heures par semaine. 66 heures, c'est énorme. Aujourd'hui, on en travaille en moyenne 35 heures par semaine. Donc en fait, notre temps de cerveau disponible n'a jamais été aussi important. Notre temps de cerveau disponible, c'est finalement le temps qu'il nous reste quand on a fait notre travail, quand on a dormi, quand on a fait notre toilette, quand on a mangé, quand on a été dans les transports. Voilà. Tout ça, en fait, si on retire le travail et tous les éléments que je viens de citer, eh ben, le reste du temps qui reste à côté, c'est le temps de cerveau disponible. Et on estime qu'en moyenne aujourd'hui, il s'élève à 5 heures par jour. Donc c'est 5 fois plus qu'en 1900 et 8 fois plus qu'en 1800, ce qui est quand même assez énorme. Et tout ce temps gagné depuis toutes ces années, en fait, nous permet de nous consacrer aux choses qui normalement devraient nous passionner. Mais en fait, on va voir que c'est pas tout à fait exact. Le temps de cerveau disponible, en fait, comme le dit Gérald Bronner, c'est un trésor inestimable et on s'en rend pas assez compte. En fait, ce constat du fait qu'on a énormément de temps de cerveau disponible nous amène à poser la question suivante. À quoi consacrons-nous tout ce temps de cerveau disponible? En fait, on se rend compte qu'avec l'avènement des écrans et d'Internet, on a une grosse partie du temps de cerveau disponible qui est consacrée à ces écrans, et on le voit notamment chez les jeunes. En fait, on n'a jamais eu autant d'infos, autant d'activités proposées par les écrans pour occuper notre cerveau. Et en fait, on se rend compte aussi qu'il est très facile de détourner l'attention de l'être humain. Le premier exemple, en fait, en tout cas le premier élément qui détourne notre attention, il y en a 4 en tout. Le premier, c'est le sexe. Le sexe, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, hein. Ça a toujours été un besoin de l'être humain. Et voilà, ça fait. On le voit dans d'autres époques, hein. Je peux prendre un exemple simple. Il y a quelques années, je suis parti en voyage avec des amis. On est parti en Italie et on a été voir les ruines de Pompéi. Et on se rend compte que dans ces ruines, en fait, il y a un ancien bordel. Et déjà sur, euh, sur ce, sur ces ruines, en fait, il y avait des inscriptions érotiques. Donc on se rend compte que même à cette époque-là, hein, on est un petit peu, on est quelques années avant Jésus-Christ, hein. Je ne saurais pas dire, je suis pas très fort en histoire, mais en tout cas, c'est quand ça s'est passé, je crois qu'on était en moins 50. Vous me corrigerez si je dis des bêtises, à moins 50 avant Jésus-Christ. Donc voilà, ça fait déjà des années. Et c'était vraiment pour le coup, des gravures assez suggestives quand même, hein, même à cette époque-là. Donc voilà, tout ça pour dire que déjà à l'époque, c'était déjà quelque chose de très présent. Alors c'était certes peut-être condamné par les mœurs, mais en tout cas ça a toujours existé. Il y avait toujours un moyen d'assouvir ses désirs même à l'époque. Encore récemment, même avant l'avènement des écrans de smartphone, d'Internet, il y avait accès au cinéma X, aux locations de cassettes de porno, et même, ce qui est assez drôle, j'ai trouvé, sur le Minitel, il y avait une forme d'érotisme aussi qui donnait accès à ça. Aujourd'hui, il y a un tiers des vidéos qui sont visionnées sur Internet qui sont à caractère pornographique. Un tiers des vidéos. C'est quand même énorme. Et ça a augmenté avec la pandémie de Covid-19. Et ce qui est marrant, c'est que même dans les pays où la religion est bien implantée, en fait, donc encore une fois condamné par les mœurs, en fait, on se rend compte que ça a aussi augmenté de ce côté-là. Donc ça, c'est le premier élément qui détourne notre attention. Le deuxième, c'est la peur. La peur, en fait, ça vient de notre instinct de survie de nos ancêtres. Et aujourd'hui, sur le marché cognitif, les infos qui sont liées à la peur ont tendance à attirer davantage notre attention, même quand l'information est fausse.
Le flot d'informations, il est tellement intense qu'en fait, tout se bouscule dans nos têtes. Et ce qui est inquiétant, c'est que les informations, même fausses, elles sont plus faciles à diffuser que celles qui permettent de les démentir. Et les peurs peuvent être irrationnelles et elles prennent beaucoup plus de place que le danger réel. En fait, finalement, il y a tellement de peurs qu'on n'arrive plus à rien prioriser et que des fois, en fait, on rentre même dans une forme d'inaction. Et là, j'en reviens un petit peu à mon problème que j'ai eu à un moment donné. Voilà, je fais un parallèle par rapport à, comment dire, j'ai eu tellement de passion pour diverses activités que finalement je suis rentré dans l'inaction parce que j'arrivais pas vraiment à me consacrer à toutes ces activités. Voilà, bon, ça c'est le parallèle que j'en fais, mais je trouve ça intéressant de développer ça aussi. Donc on en revient sur les éléments qui détournent notre intention. C'est les conflits. Le troisième, c'est les conflits. Donc les conflits, c'est une métaphore du danger, en fait, qui vient aussi de notre instinct de survie de nos ancêtres. Dans le livre, en fait, Gérald Bronner, il prend un exemple qui va peut-être parler en tout cas, ceux qui se sont intéressés à ça, j'en sais rien, mais je sais que même moi, je ne suis pas forcément fan de ces deux artistes-là, mais j'avoue que ça a un peu attisé mon attention à ce moment-là. C'est quand le rappeur Booba et le rappeur Karis se sont battus dans un aéroport. Et en fait, Gérald Bronner, dans son livre, il explique, preuve à l'appui, pardon, euh, que les recherches internet par rapport à Booba, elles ont jamais été aussi importantes que quand il s'est battu avec Karis. C'est-à-dire que quand il s'est battu à l'aéroport avec Karis, en fait, ça a fait beaucoup plus de bruit que quand il a sorti son album juste avant de s'être battu, en fait. Donc c'est bien la preuve qu'en fait, finalement, les conflits, ça attire vraiment beaucoup notre attention, en sachant que finalement, quand Booba avait sorti son album, ça avait déjà eu un retentissement, parce que c'est quand même un artiste à succès, qu'on l'aime ou pas. Mais en fait, finalement, c'est le fait qu'il se soit battu qui a fait énormément de clics, et beaucoup plus de clics que la sortie de son album. Bon, dans le livre, il y a d'autres exemples, j'avais pas forcément les références, mais si je prends un exemple simple de ma vie, parce que forcément j'essaye toujours de faire un parallèle avec ma vie, je sais que quand j'étais au collège, par exemple, ce qui attirait notre attention, c'était quand il y avait des bagarres dans la cour de récré. Tout le monde s'agglutinait autour comme si c'était quelque chose d'exceptionnel, et à chaque fois on disait... Enfin, j'ai le souvenir qu'il y avait toujours après des sortes de débats d'enfants après la bagarre, genre c'est lui qui l'a provoqué, non c'est l'autre qui l'a provoqué, et tout ça, ça a attisé un petit peu notre attention. Bon, c'est un peu le parallèle que j'ai fait par rapport à ma vie, et c'est bien la preuve effectivement que les conflits, bah, ça attire l'attention. Il y a qu'à voir dans les téléréalités aussi. Les téléréalités, on voit bien que finalement, bah, ce qui attire l'attention, c'est quand t'as deux personnes qui s'embrouillent en fait. C'est ça qui fait le buzz. Voilà. Donc encore une fois, voilà une belle preuve que les conflits attirent notre attention. Et le quatrième élément qui attire notre attention, c'est l'indignation. En fait, là, l'exemple que je vais citer, c'est un exemple du livre, et finalement, c'est vrai que quand je l'ai relu, ça m'a beaucoup parlé. C'était du coup quand Franck Ribéry, le footballeur, avait une année, alors je saurais plus dire quand c'était, mais ça avait fait beaucoup de bruit dans les médias. Il avait commandé dans un restaurant un steak avec des paillettes d'or dessus, ou je sais pas trop, en tout cas il y avait de l'or dessus. Et ça avait suscité une indignation de la plupart des gens qui avaient été informés de cette info. Beaucoup s'indignaient en disant que c'était inadmissible, etc. Bon, après, on peut prendre de nombreux exemples, hein. Je pense qu'à partir du moment où de l'argent est investi dans ce qui semble être assez inutile, bah, il y a des gens qui vont s'indigner en disant que bah, il y a des gens qui meurent de faim dans le monde, etc. Bon, ça peut être tout à fait légitime, hein, je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, l'indignation, c'est quelque chose qui monopolise énormément de temps. On le voit sur les réseaux sociaux, chacun s'indigne de différentes choses.
Et on voit des fois aussi que l'indignation peut être à degré variable, hein. Si on prend l'exemple d'il y a quelques années, quand il y a eu les attentats au Bataclan, effectivement, bon, c'est quelque chose qui a été horrible, hein, pour notre pays. Mais on s'est rendu compte finalement que peu de temps après les attentats du Bataclan, il y avait eu un attentat dans un autre pays. Je saurais même plus dire lequel. C'est pour vous dire, c'est que moi aussi, peut-être que mon indignation est à degré variable. En tout cas, cet attentat à l'étranger avait fait beaucoup plus de morts. Et on en avait entendu très peu parler. C'était passé bien évidemment aux informations, mais l'indignation n'avait pas été du tout au rendez-vous, alors qu'il y avait eu vraiment beaucoup plus de morts. Bon, après, le but, c'est pas de rentrer dans le concours de ah bah il y a eu plus de morts, donc on devrait plus s'indigner ou moins s'indigner. Je pense que l'indignation devrait être la même, mais ça n'a même pas été le cas pour le coup. Parce que finalement, nous, on s'est très peu indignés parce que ça nous a paru lointain. Bon, ça, c'était la parenthèse. Mais comment dire, les éléments que je voulais relever, c'était que finalement, il y a quatre choses qui attirent particulièrement 1, 2, 3, 4, on va y arriver. L'attention de l'être humain. La première, c'est le sexe. Le deuxième, c'est la peur. Le troisième, c'est les conflits, et le quatrième, c'est l'indignation. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de tout ça? On se rend compte finalement qu'avec l'avènement des écrans, donc comme on le disait, la télévision, Internet, le smartphone, tout ça, ça peut être très utile pour s'informer, hein. Il y a pas de souci là-dessus. C'est très bien pour se divertir aussi. La, la- la question, c'est de savoir comment le faire à bon escient, en fait, et de manière contrôlée. Parce que je pense que c'est pas dramatique, par exemple, de regarder une série sur Netflix ou que sais-je, hein, voilà, surtout si on la regarde en anglais, comme ça permet de travailler l'anglais en même temps. Mais dès qu'on commence à en regarder plusieurs parce qu'on est happé par le flot de propositions de Netflix, parce qu'en fait, il faut savoir que Netflix, ils ont un fonctionnement qui vise à happer notre attention, hein. Le catalogue, il est sans cesse renouvelé. L'algorithme, il est fait pour nous faire consommer. Et quand on prend conscience de ça, finalement, on devrait reprendre le contrôle, en fait, sur notre vie, sur notre manière de gérer l'attention que l'on porte à certaines choses. Et finalement, quand on prend conscience que le marché cognitif est fait pour monopoliser notre attention à des fins pas toujours positives pour notre développement intellectuel, pour grossir le trait, je pense que c'est là qu'il faut reprendre le contrôle. En fait, on perd énormément de temps avec les écrans si on analyse bien comment dire, notre quotidien, hein. Je développerai ça un petit peu plus tard dans la conclusion, mais finalement, on se rend compte aussi que les médias manipulent le marché cognitif. Et des fois, en fait, le fait qu'ils manipulent le marché cognitif, ça crée un dérèglement du marché cognitif. Parce qu'en fait, certains médias, en fait, ils surfent un petit peu sur la vague de la peur, sur l'indignation. En fait, tous les éléments qui monopolisent notre attention, les médias vont s'en servir, en fait, pour justement bah, avoir du succès, en fait. Et on le voit, par exemple, avec les articles dits putaclic, les articles qui se répètent. En fait, finalement, je pense que si je dis pas de bêtises, dans le livre, c'est très bien expliqué par Gérald Bronner, c'est qu'en fait, il y a certains médias qui font juste du copier-coller d'autres articles. Bon, ils modifient un petit peu la manière de formuler les choses, mais en fait, on est dans un flot constant d'informations, finalement, qui se répètent. Alors, globalement, où est-ce que je me situe dans tout ça? Alors, pour ma part, moi, j'ai une télé chez moi. Mais par contre, je regarde pas du tout de chaînes télévisées. Je trouve ça plutôt. De plus en plus, je trouve ça inintéressant en fait, la télévision. En tout cas, ce que propose la télé. Bon, je dis pas que intégralement tout ce que propose la télé est inintéressant, mais dans la plupart des cas, ça m'intéresse plus. Et je regarde vraiment jamais en fait. Jamais. D'ailleurs, je capte même pas toutes les chaînes dans mon appartement pour vous dire. Mais ça n'empêche que ma télé me sert quand même à regarder YouTube.
Et pour le coup, c'est vrai que YouTube, je suis un très gros consommateur et effectivement, il m'arrive aussi d'être consommateur de vidéos inutiles en fait, hein, enfin, en tout cas qui ont un caractère divertissant parce que bon, il faut admettre quand même que le divertissement c'est quand même important, mais des fois ça remplace des activités divertissantes qui élèvent un petit peu plus, comment dire, l'aspect intellectuel. Donc là, bon, j'avoue que des fois, ça m'arrive de tomber sur des vidéos. Voilà, je me surprends hein, finalement à avoir passé plus de 20 minutes à regarder une vidéo un peu débile en fait, hein, pour dire clairement les choses. Donc effectivement, voilà, je suis pas parfait là-dessus, j'essaye de m'améliorer. Et pour ça, moi, j'ai différentes solutions à vous proposer aujourd'hui, parce que le but, c'est de trouver des solutions à ça. Donc la première, c'est une application que j'ai téléchargée sur mon téléphone. C'est une application qui s'appelle Stay Free. Stay Free, c'est une application qui permet de comment dire, comptabiliser le temps passé sur les diverses applications de son téléphone. Et en l'occurrence, bon, moi sur mon Stay Free à moi, la première application qui émerge dans tout ça, c'est YouTube. YouTube, j'y passe des fois plusieurs heures par jour. C'est quand même assez impressionnant. Bon, c'est vrai que des fois, je m'en sers un petit peu comme un podcast audio en fait. Donc je peux être en train de faire la vaisselle, regarder une chaîne, enfin regarder une vidéo YouTube, mais plus pour l'audio que pour le visuel. Donc bon, je considère pas forcément que ça soit du temps perdu dans ces moments-là, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je suis vraiment concentré sur la vidéo à rien faire d'autre, et voilà, c'est des vidéos, comme je disais tout à l'heure, assez inutiles. Donc voilà, cette application Stay Free, finalement, bon, elle s'applique aussi aux réseaux sociaux, hein. Il y en a qui sont quand même, qui passent énormément de temps sur Instagram, sur Facebook, j'en sais rien. Donc Stay Free permet de comptabiliser aussi ce temps. Ça peut être, en fait, vraiment, c'est. Bon, je vais pas m'étaler, mais en gros, Stay Free, ça permet vraiment, voilà, de voir en fait le temps passé sur son téléphone globalement. Et des fois, ça peut être on se rend compte qu'on passe énormément de temps sur son téléphone. Stay Free, ça permet vraiment de prendre conscience, bah, finalement, de l'aberration du temps passé sur notre téléphone. Parce que moi, quand je me suis mis à utiliser cette application, je me suis dit, mais j'ai passé autant de temps sur mon téléphone, c'est pas possible. Et en fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire de tout ce temps? C'est un peu, voilà, ça répond un peu à, voilà, quand j'ai lu le livre Apocalypse cognitive, je me suis vraiment rendu compte que j'avais un problème en fait. En tout cas, sur cet aspect de ma vie, je me suis rendu compte que les écrans me prenaient énormément de temps. Et tout ce temps, qu'est-ce que je peux en faire en fait? À quoi je peux le consacrer? Si j'arrête de trop consommer, imaginons je passe 1 heure de moins sur YouTube par jour, 1 heure de moins sur mon téléphone ou que sais-je, qu'est-ce que je peux faire de cette heure-là? Et en fait, ce qui peut être intéressant à la fin de l'année, c'est de comptabiliser tout le temps qu'on a passé. Bah, par exemple, imaginons que je passe 1 heure par jour sur mon téléphone. Bah, si je comptabilise à la fin de l'année, bah, c'est 365 heures. 365 heures où j'aurais pu faire autre chose, quelque chose qui me passionne. En l'occurrence, bon, moi je prends l'exemple sur le piano, mais ça peut être autre chose. Mais imaginons, on passe 365 heures à se dire, ah bah tiens, je vais progresser en dessin. Bah ouais, je pense que si tu te consacres 365 heures en dessin, ouais, tu vas voir clairement la différence à la fin de l'année. Et je pense que c'est important, voilà, de prendre conscience. Et je pense que cette application Stay Free permet vraiment voilà, d'ouvrir les yeux en fait sur sa consommation de téléphone. Je pense que le téléphone, c'est un outil formidable. C'est un outil formidable, on peut faire des choses extraordinaires, mais finalement, on l'utilise à des fins pas forcément toujours très, très utiles, hein. Donc voilà, il faut voir vraiment le smartphone comme quelque chose qui peut être très utile, mais en même temps un poison qui peut nous voler du temps. Voilà, donc bon, ça c'était sur la petite parenthèse sur l'application Stay Free. Je parlerai d'une autre application dans la conclusion finale. On va faire les choses dans l'ordre parce que là je me rends compte que finalement la review lecture risque d'être assez longue.
On est quasiment à 30 minutes. Donc on va sûrement décomposer cette review lecture en deux, je pense. Donc je vais simplement conclure sur Apocalypse Cognitive, parce qu'il y avait quelques informations qui me paraissaient quand même assez intéressantes, qui répondent pas forcément à notre question du jour, qui est, je le rappelle, comment optimiser son temps, mais qui permettent quand même de... Voilà, de... En tout cas, sont des informations qui m'ont plu, en tout cas quand je les ai lues. Alors, elles vont pas forcément répondre à notre question du jour qui est, je le rappelle, comment optimiser son temps de vie, mais ça me paraissait important de les évoquer pour peut-être vous donner envie de lire ce livre. Donc, la première information, c'est que dans 40% des cas, on est plus malheureux après avoir consulté les réseaux sociaux qu'avant les avoir consultés. La raison, elle est toute simple, c'est que généralement, on est souvent dans la comparaison de nos vies, en fait, hein. Il suffit qu'à un moment donné, bah, on soit au travail et qu'un collègue soit à l'autre bout du monde en train de siroter un cocktail sous un palmier au soleil. J'en sais rien, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je pense que ça pourra peut-être vous évoquer quelque chose si je vous dis ça. Peut-être que ça vous parle. Après, voilà, forcément, il y a énormément de choses intéressantes dont j'ai pas parlé dans le livre. Vraiment, je vous incite vraiment à le lire. Ça parle de course à la notoriété sur les réseaux sociaux, des fois même quitte à faire du tourisme de la notoriété. Voilà, en fait, il parle de tourisme de la notoriété à un moment dans le livre où les gens finalement se prennent en photo toujours au même endroit, ça détruit la nature, etc. Euh, L'auteur parle aussi de l'escalade de la violence qui est majorée par le fait que chacun est anonyme sur les réseaux sociaux. Euh, Il y a la question aussi très intéressante, j'ai trouvé que c'était très intéressant, c'est au niveau de la légitimité sur les réseaux sociaux. Je trouvais très intéressant en fait le fait que finalement un spécialiste se retrouve en confrontation avec quelqu'un qui n'est pas forcément spécialiste du domaine dans lequel il s'exprime. Et en fait, le fait que l'influenceur ait plus d'abonnés que le médecin, et ben en fait l'influenceur va se retrouver dans une position un peu supérieure au médecin, alors que bah, il peut s'avérer qu'il a tort face à la personne qui a moins d'abonnés en fait. Donc voilà, ça, c'est des idées qui sont évoquées dans le livre. Je trouve que c'est intéressant. Ça m'a permis de prendre du recul sur plein de sujets. Donc voilà, encore une fois, lisez ce livre. Je vous le conseille vraiment, voilà, de tout cœur. Je pense que vous ne serez pas déçu de la lecture. Vous apprendrez forcément des choses. Voilà, pour ma part, on va s'arrêter ici pour cette première partie de la review lecture. Nous verrons la prochaine fois la seconde partie où on essaiera de traiter les deux derniers livres, en l'occurrence Votre temps est infini de notre cher Fabien Olicard et The Miracle Morning de Hal Elrod. Voilà, en tout cas j'espère que cette première partie vous a plu. Je me suis prêté à ce nouvel exercice de semi-improvisation, voilà, dans, comment dire, dans ma présentation de cette review lecture, hein. J'avais une prise de notes, bien évidemment, à côté de moi. Je vous invite à me faire voilà, des critiques constructives, parce que j'imagine que j'ai beaucoup de choses encore à améliorer. En tout cas, voilà, on s'arrête aujourd'hui pour cette review lecture. On se retrouvera la prochaine fois du coup pour la suite avec la présentation des deux autres livres. En l'occurrence, Votre temps est infini de notre cher Fabien Olicard et The Miracle Morning de Hal Elrod pour répondre à notre question qui est comment optimiser son temps de vie. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.